Bonjour à tous, bienvenue sur la conversation multidisciplinaire autour de la prise en charge en kinésithérapie des symptômes de l'endométriose ou de l'endométriose. Si vous passez dans les allées, pas loin, et que vous ne savez pas ce que c'est l'endométriose, je vous invite à vous rapprocher parce que vous devriez apprendre 2-3 trucs. 2-3 trucs. Un peu plus. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, puisque j'ai déjà fait la conférence hier et qu'il y aura exactement la même conférence demain à la même heure. Je suis avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, rapidement, je suis masseur kinésithérapeute spécialisée en santé de la femme, en pelvipérinéologie, périnatalité et endométriose du coup. Voilà, tout simplement. C'est déjà pas mal. Et moi, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Sabrina, je suis masseur kinésithérapeute et ostéopathe, spécialisée en rééducation abdominopérinéale et en peau, cicatrices, brûlures. Ça, c'est les 2 trucs que j'affectionne particulièrement. Ça fait un petit moment que je ne fais plus de musculo-squelettique, mais que je fais toute la partie kinésithérapeutique, un peu kinésithérapeutique. Le périnée, c'est du musculo-squelettique. Hein. C'est pas faux, c'est pas faux. Et sur les réseaux, vous pouvez me retrouver avec le pseudo Sab Santé, puisque maintenant, c'est une grande partie de mon activité, c'est de vulgariser la santé et la kinésithérapie auprès des patients, de nos futurs patients, et puis des collègues pour ceux qui veulent. Donc, on va aborder l'endométriose. Allons-y. Alors, l'endométriose, elle se définit classiquement comme une maladie gynécologique, mais vous verrez, d'ici la fin de cette conférence, que, à mon avis, c'est pas comme ça que nous, il faut qu'on l'aborde. Parce que même si elle est décrite dans les dernières recommandations de l'HAS de 2017, donc il y a 6 ans, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a beaucoup d'informations qui sont arrivées, même si c'est pas assez, il y a beaucoup d'informations qui sont arrivées. Donc, c'est surtout que sur ces recommandations, on ne parle pas de kinésithérapie. Exactement. Pas du tout. On n'y est pas. Donc, on va reprendre un petit topo, mais extrêmement rapide sur l'étiologie. Pourquoi rapide ? Parce qu'en fait, on ne sait pas d'où ça vient, l'endométriose. Et ce qui a en fait porté préjudice à cette pathologie, parce qu'en médecine, on aime bien comprendre d'où ça vient pour trouver des traitements. Mais quand on ne sait pas d'où ça vient, il va falloir trouver d'autres solutions. Est-ce que tu veux bien faire un petit topo sur l'étiologie ? Oui, l'étiologie, c'est très simple. On va dire que, déjà, on a plusieurs hypothèses. Il y en a 11 aujourd'hui. 11 hypothèses, 11 3 plus sérieuses, on va dire ça comme ça. Donc, on ne va pas les énumérer, ça ne sert à rien parce qu'elles n'ont de valeur que ce qu'on veut leur apporter. Qu'est-ce que c'est l'endométriose ? C'est des cellules qui ressemblent à de l'endomètre qu'on retrouve en dehors de l'endomètre. Voilà. Exactement. Et l'endomètre, c'est quoi ? Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le tissu à l'intérieur du muscle utérin. C'est ce qui se constitue tous les mois pour accueillir et pour nider l'œuf, l'ovule, et qui saigne tous les mois, et donc qui crée les règles. Donc vous comprenez bien que du tissu d'endométriose qui devrait être dans l'endomètre et qui n'y est plus, il est aussi tributaire des hormones et du cycle hormonal. Et c'est du tissu qui donc saigne à l'extérieur de l'endomètre et donc dans le reste du corps. Ça, c'est une des particularités. L'autre particularité, c'est qu'on va plutôt s'attarder sur la physiopathologie parce qu'autant l'étiologie, il y a 11 théories et on ne sait pas d'où ça vient. Et nous, en tant que kinésithérapeute, on ne va pas être meilleur parce qu'on sait exactement d'où ça vient. Par contre, comprendre la physiopathologie, c'est indispensable. Donc, il y a les kystes d'endométrium qui sont des endométriums qui sont sur les ovaires. Et on a vraiment quelque chose qui peut avoir plusieurs tailles. Ça peut être des tout petits kystes ou des kystes énormes. La particularité de ces kystes, c'est en fait qu'ils ont une enveloppe totalement lisse. Et que, comme on est des thérapeutes de mouvement, vous le savez, le corps, il aime bien le mouvement. Et qu'un gros endométrium, parfois, il n'y a pas particulièrement de symptômes. Parce que ça glisse et que c'est fluide. Ouais. Ou tout à l'inverse, on peut avoir beaucoup de symptômes parce qu'il va aller comprimer des zones sensibles. Et donc là aussi, on va avoir un rôle, mais peut-être plus d'accompagnement, d'explication. Exactement. L'autre forme de l'endométriose, c'est ce qu'on appelle l'endométriose infiltrée. Superficielle ou profonde, ça veut dire que c'est en fonction de là où c'est dans l'abdomen, dans le petit bassin ou dans l'abdomen, parce qu'il peut y avoir l'endométriose partout. Et infiltrée, moi j'aime bien expliquer aux patients que c'est un peu comme Spider-Man, comme la toile d'araignée. Ça vient vraiment s'accrocher au fascia, au tissu, mais principalement au fascia.
Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà vu des fascias, si vous avez déjà allé au bloc, si vous voyez à quoi ça ressemble. Ça a quelle couleur un fascia? Blanc. Eh bien, un fascia infiltré d'endométriose, c'est plutôt rouge-marron, parce qu'en fait, le tissu malade, le tissu d'endométriose, s'est infiltré, est venu se greffer, et comme on a parlé des cycles, tous les mois, il saigne. Puis il cicatrise, il fibrose, il saigne. Puis il cicatrise, il fibrose, il saigne. Puis il cicatrise et fibrose, il saigne. Et vous avez bien compris que du coup, ça crée des adhérences, ça crée des incompétences des fascias, ça crée des tensions et ça crée des douleurs, des gènes au mouvement et donc des symptômes qu'on est capable de prendre en considération. Donc oui, ça c'est les symptômes qu'on doit prendre en considération et qu'on peut peut-être pas traiter, mais aborder quoi qu'il arrive. On a d'autres problématiques qui peuvent arriver, c'est de toucher les organes eux-mêmes, les tissus eux-mêmes, comme les trompes, les ligaments, en plus du fascia, et qui là aussi va amener des douleurs. Vous comprenez bien que si ces cellules saignent au niveau d'un nerf, on va avoir un vrai problème. On va avoir énormément de douleurs neuropathiques, évidemment, si l'endométriose est allée se mettre sur le pourtour d'un nerf ou sur le pourtour même des nerfs végétatifs au fin fond du petit bassin. C'est assez costaud pour la patiente. La cousine de l'endométriose, mais que moi je mets un peu dans l'endométriose aussi, c'est l'adénomiose. L'adénomiose, ce sont des kystes d'endométriose dans le muscle utérin. Vous êtes kinésithérapeute, vous savez très bien comment fonctionne un muscle. Vous imaginez qu'il y a un kyste dans un muscle, qu'il y ait beaucoup de kystes dans un muscle, qui se contractent de manière involontaire tous les mois pour éjecter le sang pendant les menstruations. Vous faites assez vite le lien sur le fait que ça ne doit pas être sympa pour la personne. Donc ça, c'est des choses où on va avoir des abords aussi, parce qu'en fait, on va travailler sur le neurovégétatif pour pouvoir calmer la contraction, pour pouvoir accompagner la patiente dans la gestion de la douleur. Mais, et c'est là où il faut mettre les points sur les i dès le début, on ne guérit pas l'endométriose. Ce serait bien. Ça serait bien. Mais personne ne guérit l'endométriose. Il n'y a aucun traitement qui, à l'heure actuelle, ne guérit l'endométriose. Il y a des pistes. Il y a des pistes. Il y a des pistes. Mais nous, kinésithérapeutes, en tout cas, on ne va pas guérir l'endométriose. Par contre, on va accompagner. On va peut-être faire une liste des symptômes, maintenant qu'on a parlé de la physiopathologie. Est-ce que la physiopathologie, ça vous paraît clair? Vous avez compris cette notion de cellules qui ne sont pas à leur place, mais qui continuent à fonctionner comme si elles étaient à leur place. Donc, les symptômes. On va faire une liste non exhaustive, ouais. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Je prends ma note parce qu'il y en a tellement que j'ai tendance à les oublier. Alors, on va partir des définitions des D. Donc, toi, tu en avais 8, moi, j'en avais 6, mais j'ai compris les 2 que tu as rajoutés. Je les rajouterai pas forcément, mais je comprends. Les 8 D de l'endométriose. Voilà. Alors, on a les dysuries, dyschésie, difficulté à uriner et à aller à la selle. Ça touche effectivement le système urinaire et le système digestif. On a les dysménorrhées, mais les dysménorrhées, pas n'importe lesquelles en fait. Elles sont définies pour avoir un symptôme d'endométriose sur une évaluation avec une intensité entre 7 et 8 sur 10 à l'EVA, que vous connaissez tous, qui entraîne un absentéisme fréquent à l'école ou sur le lieu de travail, et surtout une résistance aux antalgiques de niveau 1. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une douleur de règles qui passe avec un Doliprane. On est sur des grosses douleurs de règles. Voilà. Disons que celles qui passent au Doliprane, on va considérer que c'est les contractions et qu'on va considérer qu'on est plus c'est qu'en fait, on a tellement répété que c'était pas normal d'avoir mal, qu'il y a des femmes qui viennent nous voir en disant « j'ai mal pendant les règles, je sens des contractions ». Alors, que le muscle utérin se contracte pour éjecter le sang des menstruations, ça c'est normal. Que vous soyez dans un état un peu particulier, que le bassin soit un peu gonflé, que vous sentiez le shoot hormonal dans le petit bassin, etc. Ça, c'est normal. Donc, c'est aussi important de savoir qu'est-ce qu'est la normalité, de ce qui est de l'anormalité. Et par contre, à partir du moment où il y a des dysménorrhées, donc dysménorrhée, ça veut dire douleur de règles, c'est plus de notre recours de diagnostiquer s'il y a un fibrome, s'il y a de l'endométriose, s'il y a une autre pathologie. Vous redirigez à minima à la sage-femme, parce que maintenant les sages-femmes font de suivi gynécologique et elle prendra la décision si elle renvoie vers un gynécologue ou pas. Oui, c'est important. On a souvent défini l'endométriose par des douleurs de règles.
Et du coup, dès qu'on a des douleurs de règles, c'est de l'endométriose. Alors, c'est pas forcément problématique. Déjà, c'est ce qu'on vient de dire. Et c'est pas forcément de l'endométriose aussi. Il existe d'autres pathologies, même parfois qui s'entremêlent. Mais voilà, faut pas passer à côté d'un autre diagnostic. Exactement. Après, dans les D de l'endométriose, on a des difficultés à procréer. Alors là aussi, vous doutez bien que c'est pas un des symptômes sur lesquels on va beaucoup travailler. Je précise quand même qu'on a longtemps dit aussi que quand il y avait une infertilité aujourd'hui, grâce à l'évolution de la médecine, on parle justement de difficulté et plus d'impossibilité. Ça, c'est une vraie chance. Oui, tout à fait. C'est pas quand vous avez une patiente qui vient de découvrir son diagnostic d'endométriose et qui est en stress par rapport à la procréation, vous pouvez les rassurer en disant qu'elles y arrivent. Certes, elles auront probablement un parcours PMA, mais elles y arrivent. Après, on a des douleurs pelviennes, aiguës ou chroniques. On sait à peu près à l'heure actuelle qu'un tiers des patientes qui ont des douleurs pelviennes ont de l'endométriose. Ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que les gens qui ont des douleurs pelviennes, elles n'ont pas toutes de l'endométriose. Mais c'est un signe, en tout cas. Donc, on sait qu'elles en ont plus et qu'elles sont plus récalcitrantes et que c'est des douleurs beaucoup plus chroniques. Et c'est parfois même... En fait, faut pas. Là, les UD qu'on va vous donner, c'est intéressant, mais les patientes, elles vont pas cocher toutes les cases. Des fois, elles vont pas en cocher, elles en auront quand même. Et des fois, ça va être la difficulté à procréer. Et donc, on s'en rendra compte qu'à ce moment-là. Et puis, des fois, ça va être juste parce qu'elles viennent pour des douleurs pelviennes. Et là, dans l'anamnèse, on va dire ah. Tiens. Donc il y a les douleurs chroniques et là c'est en tant que kinésithérapeute non spécialisé en rééducation abdomino-périnéale, vous avez toute votre place, puisqu'on sait que la sensibilisation centrale, la sensibilisation périphérique, on sait comment fonctionne la douleur chronique et elles sont souvent en temps de douleur chronique parce que on les a pas écoutées pendant longtemps. Et après, le dernier que moi j'ai rajouté, c'est le déconditionnement physique et la fatigue chronique. Et là aussi, en tant que kinésithérapeute non spécialisé, vous avez toute votre place. Et là où vous vous sentiez légitime, c'est que vous avez votre place pour accompagner les patientes, même si vous n'êtes pas spécialisé en rééducation abdomino-périnéale, mais vous avez aussi votre place dans le parcours diagnostic. Alors, vous ne diagnostiquerez pas l'endométriose, c'est un diagnostic médical, mais vous pourrez avoir des suspicions. À partir du moment où vous êtes informé, vous pourrez rediriger les patientes et améliorer, accélérer leur diagnostic, puisqu'on sait qu'à l'heure actuelle, l'errance médicale entraîne jusqu'à 7 ans de retard diagnostique. Qu'on est sur une pathologie exclusivement féminine, donc j'ai parlé de pathologie gynécologique, qu'on sait le crédit qu'on a apporté à la parole de la femme en médecine jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Ça change, on est de plus en plus de femmes dans le médical, donc le monde change aussi, on écoute de plus en plus la femme, mais une femme qui a mal, c'est pas juste une hystérique ou une femme qui est chiante. Une femme qui a mal, c'est une femme qui a mal. 15 minutes de différence pour la même douleur de la prise en charge en urgence pour une femme par rapport à un homme. 15 minutes. Voilà. Donc une femme qui se plaint, c'est normal a priori dans la société. Sauf qu'il faut déconstruire complètement ça sur le fait qu'on supporte quand même beaucoup plus la douleur que les hommes et que du coup on se plaint aussi beaucoup plus tard. Donc quand on se plaint, c'est qu'il y a vraiment un problème. Et je veux finir du coup sur cette partie des symptômes que chaque femme a son endo. Ça, c'est la phrase que je répète tout le temps, parce que c'est la plus vraie. Sur les trucs qu'on peut dire sur l'endo, c'est quand même la plus vraie. Tous ces 8D de l'endométriose, c'est une tentative pédagogique pour que vous puissiez retenir les groupes. Mais, comme elle vous l'a dit Julie, il y en a plein qui ne cochent aucune case et qui auront pourtant de l'endo. Il y en a qui n'auront aucune imagerie médicale en faveur de l'endométriose, qui n'auront aucun examen clinique en faveur de l'endométriose, mais qui cocheront ces cases. Et donc, du coup, c'est là où il faut comprendre que finalement, sur une pathologie comme ça, où on ne connaît pas l'étiologie, où on comprend tout juste la physiopathologie, il va falloir écouter la patiente. Et vous êtes tous amenés à rencontrer ces patientes parce que c'est la patiente qui va avoir une sciatalgie pendant les règles, qui va avoir une douleur lombaire
plus marquées justement dans des phases de son cycle et qui vont pas céder au traitement forcément classique. Donc c'est là aussi où il faut que vous ayez dans votre anamnèse aussi cette petite pensée quand ça sort un petit peu du classique que ça peut être ça, tout simplement. On va enchaîner sur les traitements. Donc, il y a des traitements quand même, hein, même si on ne soigne pas l'endométriose. Les traitements médicaux. Donc, les antidouleurs de différents niveaux. Évidemment, ce n'est pas nous qui les prescrivons, mais c'est quand même intéressant de savoir que ça peut aller du paracétamol jusqu'à l'Acupan, quand même, en passant par le Laroxyl et le Lyrica, qui sont des antidépresseurs et des antiépileptiques qu'on retrouve dans la prise en charge de la douleur chronique. La prise en charge, elle est pluridisciplinaire, même au niveau médical. Il va y avoir le gynéco, ça on vous en parle. Il va y avoir l'urologue et le gastro-entérologue, surtout dans les formes viscérales, dans les formes digestives. Et il va y avoir l'algologue qui va prendre en charge la douleur chronique. Évidemment, il va y avoir nous, le kinésithérapeute. Donc, ces médicaments, ils sont forts. Souvent, elles vont venir vous voir en disant non, il me l'a prescrit, mais je l'ai pas pris. C'est fort. J'ai commencé quelques jours, mais je me sens pas bien. Donc là, votre rôle de thérapeute dans la prise en charge pluridisciplinaire, c'est que même si la patiente, elle vient pas pour de l'endométriose, mais qu'elle est diagnostiquée et qu'elle est sous Acupan, Laroxyl ou Lyrica, c'est de pouvoir expliquer à quoi ça sert et pourquoi on lui a prescrit, exactement comme quand un patient sort de chez le chirurgien pour une épaule ou pour un genou et que vous faites traducteur. En fait, votre rôle, il change pas finalement. Ce qui est important de dire, c'est que l'antidépresseur, c'est pas pour gérer une dépression, parce que souvent elles arrivent, elles vont regarder sur internet. Ah non, mais il m'a prescrit un antidépresseur, mais je me sens pas en dépression. Mais oui, mais c'est pas pour son côté antidépresseur qui va lui avoir prescrit, c'est pour justement travailler sur la douleur centrale et de bien lui expliquer ça, que il la pense pas en dépression, parce que souvent ça peut être c'est hyper mal interprété en fait. Et après, il y a les anti-inflammatoires avec l'Antadis qui est spécifique pour la sphère urogénitale. Et les hormones, la pilule, le contraceptif n'est plus une contraception, mais un traitement. Mettre en aménorrhée les patientes, donc mettre en ménopause artificielle les patientes, bloquer leurs règles, c'est à l'heure actuelle un des rares traitements. On sait ce que ça fait, les hormones sur nos corps. On n'en a pas particulièrement envie pendant des durées super longues, mais il faut leur expliquer que c'est parfois transitoire, en attendant une chirurgie, pendant qu'on essaye de trouver des traitements en kinésithérapie pour diminuer leurs symptômes, que ce n'est pas forcément à vie, mais qu'il y a un moment donné, quand elles ont des douleurs atroces pendant les règles, c'est OK de prendre des hormones pour bloquer les règles et pour diminuer les douleurs. Il faut toujours évaluer le bénéfice-risque. On diabolise beaucoup en ce moment la pilule, et pour de justes raisons. Tout à fait. Mais là, c'est un traitement, c'est pas un contraceptif, c'est pour aider quand même. Et la douleur, et encore plus la douleur chronique, a une vraie action néfaste sur le corps et le bien-être. Donc le bénéfice est là. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a un cancer qu'il ne faut pas qu'il prenne son traitement de chimiothérapie. Pourtant, alors que c'est toxique. Alors que c'est toxique. Vous ne pouvez pas dire à une patiente qui a une endométriose qu'il ne faut pas prendre son contraceptif qui la met en aménorrhée. Ce n'est pas des mots que vous pouvez prononcer, en fait, parce que c'est vraiment quelque chose qui va l'accompagner. Par contre, si elle a choisi de ne pas prendre la pilule, il ne faut pas la juger non plus. Il ne faut pas la juger, il ne faut pas la forcer. On est sur l'écoute du patient et sur l'écoute de la femme. Et c'est parfois un petit peu complexe pour certains professionnels de santé de se mettre à la portée de ce que demande le patient. Et pourtant, c'est notre démarche BP. On nous demande d'avoir une démarche evidence-based practice qui se repose sur 3 piliers. Les dernières données de la science. En endométriose, autant vous dire qu'on n'en a quand même pas beaucoup. L'expérience praticien et la demande du patient. Ça fait partie de l'équilibre. Sinon, le tabouret à 3 pieds, il est déséquilibré. Donc, c'est quand même elles qui sont censées avoir le plus d'informations possibles pour choisir le traitement qu'elles prennent. Je vais rebondir sur ton tabouret à 3 pieds. J'ai envie de parler des 3 piliers. Oui, on peut l'évoquer comme ça te va ? Je vous explique comment je vois les choses sur le traitement, la prise en charge de l'endométriose. Il y a 3 piliers intéressants. Alors, on a parlé du pilier médical. Ensuite, il y a le pilier médical, puis ces 3 piliers. Il va y avoir le mouvement,
Alors le mouvement, c'est nous. On va revenir dessus. Il y a l'alimentation. Ça peut être nous, mais il faut se former. Faut bien se former. Ouais, voilà. L'alimentation, pour l'instant, on est quand même sur un décret de compétences. C'est pas notre sauf domaine. Si vous avez un DU de micronutrition, mais, voilà, mais c'est rare chez les on kinés. peut au moins réorienter. C'est dans là, ça que va mieux. Voilà. On peut réorienter. Et le dernier pilier, c'est la gestion du stress et le côté psychologique de cette pathologie qui est chronique et dont on n'a pas de traitement. Donc on peut comprendre que ça peut être dur à accueillir comme diagnostic quand même. C'est clair. Tu mets en avant en fait la prise en charge, ce qu'on appelle intégrative. On l'a beaucoup en cancérologie, on l'a beaucoup en périnéologie. En fait, on prend la pluridisciplinarité au niveau de la santé, mais on intègre tout ce qui fait du bien aux patients. Je rebondis juste sur les traitements. On a évidemment le traitement chirurgical où on va faire une résection des kystes d'endométriose et on va faire une résection des foyers d'endométriose infiltrés. La chirurgie, c'est vraiment une des meilleures solutions à l'heure actuelle pour soulager les patientes quand elles ont choisi de se faire opérer. Quand c'est pas en urgence et quand c'est pas traumatique, parce que des fois elles n'ont pas de symptômes, elles ont des endométrioses graves qu'il faut opérer, elles se retrouvent pendant le temps de la cicatrisation avec une poche, avec une stomie, poche à caca. Voilà, quand tu n'avais pas de symptômes, que tu ne savais pas que tu avais une endo et que tu te retrouves avec une poche à caca. Voilà. Et le temps de la cicatrisation, après on rebouche la stomie, mais c'est des choses qui sont parfois extrêmement difficile, on est sur la chirurgie viscérale pure, mais les 3/4 du temps, c'est juste de la cellio, ça se passe plutôt bien. Et là aussi, on va intervenir en post-op pour éviter que les adhérences chirurgicales fassent encore plus de douleur que les adhérences d'endométriose. Et je vais juste vous lire quelque chose, et c'est pour ça que j'ai mon téléphone dans les mains, sur les options thérapeutiques non médicamenteuses pour l'HAS 2017. La prise en charge non médicamenteuse qui ont montré une amélioration de la qualité de vie qui peuvent être proposées en complément de la prise en charge médicale de l'endométriose sont l'acupuncture, l'ostéopathie et le yoga. Merci pour notre invisibilisation complète de la kinésithérapie. En douleur chronique, une évaluation interdisciplinaire, gynécologue, algologue, sexologue, psychologue et assistante sociale. En douleur chronique, a priori, on n'existait pas en 2017. Et en cas d'endométriose douloureuse, et là c'est le pompon, les données sont insuffisantes pour recommander des régimes alimentaires ou des suppléments vitaminiques. L'alimentation anti-inflammatoire fait partie du traitement de l'endométriose. Pourquoi ? Je vous ai dit que c'était une maladie gynécologique, il n'en est rien à notre niveau. C'est une maladie inflammatoire de bas grade qui entraîne de la douleur chronique. Et c'est comme ça qu'il faut la voir. Il faut la voir comme les fibromalgies, il faut les voir comme n'importe quelle douleur neuropathique chronique et en aucun cas comme une maladie gynécologique, sinon vous allez vous enfermer dans le petit bassin et si vous ne faites pas de pelvipérinéologie, vous allez passer à côté de tout ce que vous pouvez apporter de positif aux patients. Donc moi je le rajoute, je l'affirme et je le dis haut et fort parce qu'en 2023, 6 ans après, je suis en capacité de l'affirmer. On rajoute la diététique avec l'alimentation inflammatoire et on rajoute la kinésithérapie parce qu'au vu des symptômes, douleur chronique, sensibilisation centrale à la douleur, symptômes de la sphère pelvienne, amyotrophie, déconditionnement physique, je crois qu'on a un petit peu notre place quand même. Donc, vous sentez-vous légitime. Et si quelqu'un vient vous voir, les médecins compétents, ils savent que vous avez votre place et ils seront contents de travailler avec vous. Ils seront contents que vous investissiez cette prise en charge, même si vous ne faites pas de rééducation abdominopelvienne. Donc, sentez-vous légitime à prendre en charge ce genre de patiente. Vous avez les clés, vous avez les outils. Au fur et à mesure, vous allez acquérir des compétences en fonction des années de pratique, en fonction des formations que vous allez faire. Ça va connecter aux symptômes et vous pourrez soulager les patientes. Et après, un minimum d'informations comme vous pouvez obtenir sur ce genre de conférence où vous avez des données pour rediriger les patientes. Et ça me semble important. Tu vois autre chose à rajouter ? Ça me paraît bien. J'ai envie de raconter une petite histoire, moi. Pourquoi je me suis intéressée à l'endométriose ? J'ai eu une patiente, il y a quelques années, une bonne 60aine d'années, qui venait de se faire opérer du pied. Vous allez me dire, quel est le rapport ? En fait, cette femme souffrait d'endométriose qui n'a jamais été diagnostiquée, sauf 2 ans avant sa ménopause. Et donc les cellules de l'endomètre étaient sur son nerf sciatique.
Et en fait, chaque période du mois, elle souffrait, et à tel point de prendre une position antalgique au niveau de son pied et avoir une vraie déformation de son pied qui a été opérée, du coup, quelques années, quelques nombreuses années plus tard. Donc, et elle avait vu des kinés. Pour la petite histoire, elle avait vu des kinés. Et en fait, on est complètement passé à côté de son diagnostic. Et peut-être qu'on lui aurait évité quand même pas mal d'embûches. Alors, jusqu'à il y a quelques années, c'est pas votre faute si vous connaissez pas l'endométriose. Personne n'y a été formé. Les plus jeunes vont commencer à en entendre peut-être un petit peu parler à l'école. Et je ne sais pas dans quel cadre, mais vous allez... Il y en a un qui me dit oui, il y en a un qui me dit non. Donc déjà, ils sont peut-être pas dans la même école et dans la même année. Moi, j'ai commencé à prendre les patientes atteintes d'endométriose il y a 7 ou 8 ans. Alors, même les recos de la chaise de 2017, autant vous dire que j'étais un peu dans le désert et dans la jungle. Donc, je me suis basée sur ce que je sais faire de mieux. Repérer des symptômes, écouter les patients. Donc, quand ça paraît extrêmement complexe et compliqué, vous les connaissez, ces patients, même s'il n'y a pas d'endométriose diagnostiquée, ils arrivent, ils ont mal partout, ils sont en hyperalgie de partout, ils ont un état psycho-émotionnel complexe parce que ils ont mal et que quand on a mal, on n'est pas bien. Il y a un moment donné, quand ça ne passe pas avec simple médicament, on est toujours en hypervigilance, en hypertension. Plus c'est complexe, plus c'est le bazar dans l'anamnèse, moins vous y voyez clair, plus vous revenez aux bases. La respiration pour activer le parasympathique. La cohérence cardiaque, c'est un outil qui est prouvé. La mobilisation passive, activo-passive, active. La réintégration de l'activité physique. Pour le coup, dans la chaise, ils n'avaient pas parlé du yoga. Moi, je trouve que ceux qui ont inventé le yoga dans 7000 ans, ils ont tout compris. Et le sommeil, pour gérer le stress. Une bonne alimentation pour diminuer l'inflammation. Je pense qu'on a fait le tour d'une approche qui est globale, qui est intégrative, et vous solutionnez pas mal de problèmes chez vos patients, même si vous ne soignez pas. Mais là, c'est un petit peu complexe parce que des fois, on est là en tant que soignant, on a envie de soigner, c'est notre métier, on a envie de sauver parfois, et là, on ne va rien faire de tout ça. On va juste accompagner. Et c'est déjà pas mal, en fait. C'est énorme. C'est énorme. Enfin, moi, pour le retour des patientes que j'ai au quotidien, on a vraiment les moyens, avec pas grand-chose, de leur améliorer leur qualité de vie. Et vraiment, on peut faire quelque chose pour elles, on peut les aider, on peut les accompagner, on peut les orienter. C'est hyper important, quoi. Elles en ont besoin. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des petites choses. De la prise en charge, juste de la prise en charge. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Il n'y a pas de questions bêtes, on n'est pas à l'école, c'est pas noté. Moi, j'en ai une par rapport à la chirurgie. Parce qu'avant, j'avais entendu que la chirurgie du coup, de l'endométriose, au début, c'était pas très bien vu parce qu'en fait, ça revenait, quoi qu'il en soit. Ouais. Alors, il y a beaucoup de débats sur la chirurgie de l'endométriose. Des fois, il n'y a pas le choix. Et c'est pour ça que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il va y avoir une vraie réflexion sur le besoin de l'endométriose. Des fois, il y a besoin d'opérer pour un désir de grossesse. Des fois, il y a besoin d'opérer parce que l'endométriome est tellement énorme qu'on ne peut pas laisser ça. C'est pas possible. Parfois, c'est infiltré dans le côlon et que du coup, ça bloque la digestion. Donc, la personne peut mourir. Tout est une question de mesure. Effectivement, peut-être qu'à un moment donné, on a trop dit qu'il faut opérer et on n'a pas laissé la place à nous, les kinés. Je pense que c'est quelque chose qui doit se réfléchir et normalement les chirurgiens le font. Ils le font de plus en plus. On est vraiment sur une prise en charge pluridisciplinaire, comme en cancérologie, où ils vont se réunir pour décider s'ils donnent tel traitement ou tel traitement. Et bien, en endométriose, en fait, ils vont réfléchir s'ils opèrent ou pas. Rapport bénéfice-risque, vous êtes des professionnels de santé, c'est la première chose à laquelle vous devez penser. En premier, ne pas nuire, et le rapport bénéfice-risque d'une opération. Moi, je travaille avec des chirurgiens. Ils ont fait leur bilan, leur anamnèse. Ils m'appellent et ils me disent « Bon, tu la vois parce qu'elle a mal, moi, je ne l'opérerai pas. » Ou « J'ai envie d'essayer de ne pas l'opérer. Donc, je voudrais que tu la vois. » Tu vois ?
Donc c'est aussi gratifiant et c'est aussi pour ça que on a cette force, nous, de vous en parler parce qu'on travaille en pluridisciplinaire. Quand tu as un bon chirurgien, pour moi, c'est un chirurgien qui essaye le plus possible de ne pas opérer. À l'heure actuelle, tous les chirurgiens qui sont le mieux lotis, ils essayent de pas opérer. Ouais. Donc du coup, ça s'améliore quand même. Ça s'améliore. Et après, c'est là où on parlait sur ça revient. On ne connaît pas l'étiologie. Elles sont multiples, elles sont environnementales, elles sont génétiques. Il y aurait des familles de personnes endométriose, etc. Ça ne se traite pas. Donc oui, ça revient. Mais pourquoi? Si elle s'est opérée parce qu'elle veut avoir un enfant et qu'elle a un kyste d'endométriose dans la trompe, et que du coup, son ovule, elle ne descend pas dans l'endomètre, il faut opérer. Si elle a des très grosses douleurs ou des problèmes digestifs, elle va être opérée et derrière, on va lui proposer de la mettre en aménorrhée au niveau hormonal. Et c'est là où c'est important de lui dire, vous avez été opéré une première fois, il y a des risques à la chirurgie. Oui, il y a des risques aux hormones, mais peut-être que bénéfice-risque, il va peut-être mieux falloir prendre de l'hormone pour se mettre en aménorrhée, pour repousser une prochaine opération à 5, 10, 15 ans, voire ne pas en mettre avec l'évolution de la science, plutôt que repérer 2 ans après parce qu'il y aura eu encore de l'endométriose un peu partout dans son corps. Aujourd'hui, il y a aussi un parcours de préservation de la fertilité qui est proposé aux patientes, justement, quand la patiente est jeune et qu'elle a besoin d'être opérée. On va lui proposer de congeler ses ovocytes pour préserver ça. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Ouais. Alors, moi, j'ai une question, parce que maintenant, on a beaucoup de jeunes filles qui prennent la pilule en continu, en fait, un peu parce que c'est des sportives et des choses comme ça. Et une sage-femme m'avait dit qu'il faudrait qu'elles aient leur règle au moins 4 fois par an pour protéger l'endomètre de l'endométriose. Alors, moi, jamais entendu parler. Alors, c'est là que tu vois la pluridisciplinarité est importante. Les règles de pilule ne sont pas des règles. Des vrais cycles. Mais l'endométriose, on ne sait pas si on est avec ou pas. Charline, est-ce que tu es partie? J'appelle Charline sage-femme au secours. Non, là, on est en plein dans la limite de compétence. On ne sait pas. On n'est pas sage-femme. Ce n'est pas notre métier. Moi, j'ai déjà entendu ce que tu dis là. Je suis d'accord avec Julie que quand tu es sous pilule, même quand tu l'arrêtes tous les mois, puisque c'est des cachets factices, c'est des pilules c'est des règles de privation. C'est pas des vraies menstruations hormonales. Il n'y a pas eu la création de l'endomètre, en fait, de la muqueuse. Elle n'a pas été régénérée. C'est pour ça que certaines saignent moins et que ça leur va bien d'avoir la pilule aussi, parce que du coup, l'endomètre est moins construit, bref. Donc, c'est important d'avoir des notions de gynécologie, mais là, on sort complètement de notre domaine de compétences. Je n'ai pas la réponse. Je ne suis même pas sûre qu'il y ait des études scientifiques sur le sujet. Moi, c'est une question typiquement chez moi, dans mon cabinet. J'ai 2 sages-femmes, j'ai une naturopathe spécialisée en rééducation, en prise en charge de la santé de la femme. Et en fait, c'est à elle que j'irai demander. Je demanderai à la sage-femme, elle irait chercher des études scientifiques, des recos, etc. Et en fonction de la patiente et du profil de la patiente et quelle prise en charge elle veut avoir, parce que la naturopathe, elle va commencer à changer tout son régime alimentaire et elle va commencer à lui faire prendre plein de choses. Donc, il faut que ça soit une patiente active qui a envie. Je passerai sur ces métiers-là. Mais moi, là, je botte en touche. Aussi. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est plus clair pour vous, cette pathologie de l'endométriose, sur la physiopathologie et ce que vous apportez aux patients après cette conférence? Tant mieux. Tant mieux. Oui. Donc vraiment dans la prise en charge kiné, ce qu'on va faire du coup, c'est travailler sur la respiration, des mobilisations, du massage, l'activité physique. En fait, l'écoute, le diagnostic. L'écoute thérapeutique déjà. En fait, alors ça, on ne peut pas le développer sur une conférence de juste une demi-heure. Donc c'est pour ça que moi, je vous proposerai une formation en e-learning en cours de 2024. Mais c'est aussi construire votre traitement. Nous, notre force en tant que kinésithérapeute, c'est faire un bilan. Un bilan des symptômes, pas forcément des pathologies, et proposer des solutions en fonction des symptômes. Et tu vas construire en fonction des compétences. Souvent, je dis, c'est un peu comme un jeu vidéo. On acquiert des compétences au fur et à mesure de l'expérience terrain.
quand tu travailles avec les gens, de dire tiens, ça, j'ai appris ça à l'école, ça marche pas du tout. Tes outils. Et ça, j'ai appris ça à l'école, tiens, ça marche. C'est simple, mais c'est hyper efficace. La Donc, cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, Bon. tu vois. Et la cohérence cardiaque, pour notre ego, c'est violent, hein, parce qu'on fout rien. Et qu'est-ce que tu veux? Ça marche bien, donc on l'utilise. Et effectivement, c'est connaître les limites de compétences. Donc là, on vient de voir avec la question que c'était une limite de compétences de métier. Mais tu as des limites de compétences de spécialité. On n'est pas rentré dans les détails de la dyschésie, de la dysurie, de la dyspareunie et des douleurs pelviennes. Ça, c'est notre spécialité. On fera peut-être des conférences sur la douleur pelvienne l'année prochaine à Rééduca, mais c'est pas sur une conférence d'une demi-heure que vous saurez les prendre en charge. C'est tellement complexe. Mais on peut faire quelque chose. Mais on peut sensibiliser, exactement. Après, vous partez sur des formations, on a tous des parcours différents. Moi, je suis ostéopathe, donc effectivement, la prise en charge des douleurs pelviennes, mon bagage d'ostéopathie me sert énormément. Il y a des kinés qui vont aller faire de la thérapie manuelle pour la prise en charge des algies pelviennes. Voilà, moi je suis pas ostéopathe, mais je fais de la thérapie manuelle. Voilà. Donc c'est toute cette question de la formation, c'est avoir un temps introspectif sur vous. Partir en formation, c'est sympa. On voit des collègues, on boit des coups, on prend l'apéro, on échange. Donc ça, c'est génial. Puis à un moment, vous vous posez, est-ce que j'ai vraiment besoin de plus de formation? Quel type de formation? Moi, il y a un moment, je ne suis pas de votre génération, j'ai jamais appris à lire une étude scientifique. Ben, il y a un moment donné, la seule formation que j'avais besoin de faire, c'est d'aller apprendre à lire une étude scientifique pour trouver moi-même mon contenu et moi-même ma vérité par rapport à l'étude scientifique, parce que ça me manquait. Donc c'est un côté introspectif que vous devez avoir avec vous-même et avec votre pratique pour savoir qu'est-ce qui va accompagner au mieux vos patientes et qu'est-ce qui vous permettre d'avoir des capacités supplémentaires. Mais il n'y a pas de réponse normée et c'est un peu volontaire parce qu'on vous laisse décider de vos traitements en fonction de vos compétences. On est dans une ère incroyable. On a les réseaux sociaux, on a l'accès à des études qu'on n'avait pas avant. On a quand même accès à beaucoup de choses. Après, il faut avoir un énorme esprit critique. Ne suivez pas tête baissée tout ce que vous allez pouvoir trouver sur les réseaux, que ce soit Sabrina, même si elle fait quand même du bon contenu, que ce soit moi je fais un petit peu de contenu, mais pas grand-chose, mais essayez d'avoir un vrai esprit critique par rapport à vos pratiques et surtout, tu l'as dit et répété plusieurs fois, écoutez vos patientes, c'est votre meilleure formation, j'ai envie de dire. Les patientes ont énormément de choses à vous apprendre. C'est incroyable, mais il faut prendre le temps. Pour rebondir sur les réseaux sociaux, on fait de l'information, en aucun cas de la formation. Ce n'est pas le support, ce n'est pas adapté. Vous pouvez aller piocher des idées et vous dire tiens, ça m'intéresse. Et l'esprit critique, gardez-le en formation. C'est vrai que des fois, moi j'ai beau être formatrice, potentiellement, comme je dis quand je démarre la formation, ma vérité à l'instant T, elle sera peut-être pas la même dans 5 ans au vu des dernières données de la science. Et j'ai fait des formations où j'étais pas en accord avec le thérapeute. C'est pas grave, on a des visions différentes. C'est pour ça aussi que c'est long parfois de se former quand on veut se spécialiser. Parce que si on veut être spécialisé en rééducation abdominopelvienne, ça se fait pas. En un premier niveau de périnéo, c'est pas comme ça que ça marche. Par contre, avoir des notions quand vous êtes kiné globaliste sur le périnée, les abdos, l'intégration de la fonction du périnée des abdos, l'endométriose qui sont... Je crois que j'ai même oublié de parler de la prévalence, mais on est à une femme ou 2 sur 10. Ouais, on est même Donc plus, vous avez on est à une femme sur 10. 2 femmes sur 10. 2 femmes sur 10. Cinq, Les dernières données seraient Ouais, même sur c'est 1 sur 5. ouais. On a commencé à 1 sur 10, à 1 sur 8, et maintenant on sera à 1 sur 5. Donc vous avez forcément dans vos patientes des patientes qui ont de l'endométriose. Donc le message, il est là. Vous pouvez les accompagner, vous avez des techniques. Au fur et à mesure de vos expériences cliniques, vous aurez encore plus de techniques. Il faut connaître vos limites de compétences pour rediriger. C'est une pathologie pour laquelle on n'a pas été formé, qu'on n'a pas beaucoup entendu, pour lequel on a notre légitimité et on ne peut pas se permettre de passer à côté. Donc dire, OK, j'ai pas été formé, j'y connais rien, je m'en occupe pas, mais en 2023, c'est pas un discours qu'on peut entendre. Vous pouvez prendre des informations sans devenir spécialiste, mais juste essayer de comprendre un peu mieux ce que c'est pour vos patientes, uniquement pour vos patientes. Après, il faut réorienter. Quand on ne sait pas, il faut réorienter. On est passionné et qu'on a dépassé d'1 quart d'heure le timing. Est-ce que vous avez une dernière question ?
Donc on va conclure. Merci beaucoup. Si la conférence, elle vous a plu, demain, même heure, 16h45, on refait la même. Donc, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à transmettre. Préparez vos questions. Préparez vos questions si vous voulez revenir. Moi, demain, j'aborderai l'endométriose avec l'endermologie chez LPG à 11h. C'est assez novateur. Ça ne va pas révolutionner l'endométriose, mais c'est un outil supplémentaire. Je vais aborder la PDF, la physio-dermofonctionnelle à midi, ici, avec la nouvelle association. C'est la kiné de la peau, en gros, mais c'est intéressant. À 16h, périnée et abdos à l'atelier. Et à 16h45, on est toutes les deux ici, au même endroit, et on reparle d'endométriose. Du même sujet. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous voulez continuer à discuter avec nous, on migre vers l'espace talent, parce que comme ça, on peut prendre le temps de discuter, de prendre des photos, d'échanger, tout ce qui vous fait plaisir, on est à votre disposition.